Je pense qu'il y aura d'autres personnes qui vont nous rejoindre en cours de route. Donc voilà, ça y est, ça enregistre. Merci beaucoup pour votre présence. Merci Isabelle. Je te laisserai te présenter dans quelques instants. Je vais juste dresser un contexte rapide. Donc, je m'appelle Lilia Rechetniak, je suis ukrainienne. J'ai vécu jusqu'à mes 15 ans en Ukraine et donc à 15 ans, j'ai déménagé en France et depuis, j'y retourne au moins une fois par an. Euh, la dernière fois en date que j'y étais, c'était les 17 et 18 février 2022, donc une semaine avant la guerre. Comme beaucoup d'Ukrainiens expatriés, c'est mon pays, c'est ma famille, mes amis qui ont été touchés. Donc, euh, j'ai compris que même à distance, on vit quand même cette guerre plus intensément que quelqu'un qui n'a aucun lien avec l'Ukraine, ou alors très peu. Euh, et du coup, j'ai discuté avec Isabelle, j'ai eu besoin de parler avec Isabelle, qui est spécialisée en gestion, entre guillemets, des traumas, qui est thérapeute. Et du coup, on a voulu vous offrir ce moment de discussion. Sentez-vous libre de poser toutes les questions que vous voulez. On a un programme prévu, bien sûr, mais toutes vos questions seront vraiment les bienvenues. Donc, n'hésitez surtout pas. Et, euh, et voilà, et pour finir, juste donc finalement, on a décidé d'élargir ça pas seulement aux Ukrainiens expatriés, mais à toutes les personnes qui potentiellement accueillent des réfugiés, qui sont bénévoles dans des assos, qui sont très touchés aussi, quelle que soit la façon. Donc, c'est pour ça que je pose la question, si tout le monde comprend bien le français, comme ça, on fait la vidéo en français et je vais doubler en ukrainien et en russe après. Alors, Isabelle, à toi. Merci, Je te merci laisse. Lilia. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis ravie d'être là. Merci pour l'invitation. Donc, mon nom est Isabelle Gillet. Je suis anthropologue, clinicienne et psychotraumatologue, trilingue français, anglais, portugais. Euh, je suis spécialisée dans tout ce qui a trait à la transculturalité, aux identités multiples. À l'estime de soi, au trauma et à parfois les dégâts que ça peut causer sur l'estime de soi, aux migrations choisies ou subies et tout ce que ça peut engendrer dans la vie des gens. Et, euh, et donc j'avais envie aujourd'hui de pouvoir vous aider à surmonter ce qui est en train de se passer, en tout cas essayer de le comprendre, parce que la première chose qui nous arrive, je crois, c'est un besoin de sens. Je voulais aussi pouvoir aborder les questions de pourquoi ça fait mal, pourquoi on est touché, qui est touché, pourquoi, comment, et, euh, et surtout comment on fait pour s'en sortir sans trop de dégâts, comment on peut se protéger soi et comment on peut prendre soin des autres, parce qu'il est question de ça aussi quand on a des proches qui sont directement concernés par ce qui est en train de se passer. Voilà, donc on va sauter à pieds joints dans le sujet et comme Lilia vous l'a dit, les questions sont les bienvenues. Tout à fait. Merci beaucoup, Isabelle. On a fait avec Isabelle en octobre dernier un premier, donc dans le cadre d'un cycle de masterclass, on a fait une masterclass sur la gestion des traumas. Donc, j'avais communiqué dessus avant de proposer ce webinaire-là, pour dire qu'on l'avait mis à disposition gratuitement, exceptionnellement. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais comme on disait avec Isabelle, c'est vrai que c'est vraiment dans la suite, c'est une suite logique. Et les premières choses qu'Isabelle m'a dites quand je l'ai appelée m'avaient beaucoup apaisée. Quand je l'ai appelée après le début de la guerre, c'était quelques jours après le début, ça m'a beaucoup apaisée. Donc, est-ce que tu peux peut-être enfin peut-être pour commencer, Isabelle, nous en dire un peu plus sur justement le contexte, ce qu'il est normal de ressentir, ce qui n'est pas normal, même si on n'est pas sur le terrain. Euh, voilà.
Alors, vaste question. Est-ce qu'il est normal de ressentir? J'ai envie de dire, ça c'est la question un peu sur le thème provocateur, mais tu as raison de la poser comme ça. Quand il se passe des choses difficiles, graves, accablantes, et qu'on ressent des choses intenses, des émotions intenses, on a parfois l'impression de ne pas en avoir le droit. Enfin, on a une espèce de retenue par rapport à nos propres émotions. On se dit que, parfois, hein, on se dit qu'on ne peut pas craquer parce qu'on doit tenir devant les autres pour ne pas les accabler davantage. On ne peut pas se laisser glisser soi trop vite non plus. Et effectivement, est-ce qu'on est légitime dans tout ce qu'on ressent ou alors on se sent complètement débordé par ses propres émotions et on n'a même pas l'occasion de se poser cette question-là. Ça arrive aussi. Mais du coup, par après, on peut se le reprocher ou penser qu'on a peut-être exagéré, je mets des gros guillemets, dans les manifestations qu'on a ressenties. Mais tout ça, en fait, c'est une réponse normale à une situation qui elle-même n'est pas normale. Ça, c'est la première chose qu'il faut rappeler. C'est une guerre. Oui, enfin, c'est normal dans le sens, depuis le cours de l'humanité, ça se passe souvent, oui, mais enfin, ce n'est pas des événements auxquels on est habitué ou auxquels on devrait devoir s'habituer. Et c'est tout ce qui s'y passe qui n'est pas normal. Alors, nos réactions, aussi vives qu'elles soient, de tristesse, de colère, de frustration, de culpabilité, de mélange de tout ça, ces réactions-là sont normales en fait. Elles sont légitimes face à ce qui se passe. Donc ça, c'est la première chose, c'est normaliser nos réactions face à une situation qui est anormale. Ça, c'est le truc numéro 1. Il ne faut jamais oublier ça. Et c'est vrai que quand on est touché, on a tendance à oublier ça. C'est pour ça que c'est un rappel indispensable. Alors pourquoi est-ce qu'on est touché si fort? Parce que ce sont des événements aberrants. On a du mal à faire sens de ça, à comprendre ce qui se passe. Alors on nous l'explique, on le voit à la télévision, tous les soirs, tous les midis, on le voit sur les réseaux sociaux toutes les minutes. Alors on y est exposé, on nous le décortique dans tous les sens, il y a plein de spécialistes qui donnent leur avis. Enfin, ok, on a énormément d'informations sur ce qui se passe, mais ça ne veut pas dire que ça aide nécessairement à digérer ce qui se passe. Parce que cette surexposition-là aux infos est parfois aussi dommageable que le manque d'infos et de rester dans l'ignorance. Donc, il y a aussi un dosage à tenter de maintenir pour favoriser notre équilibre, parce que la surexposition à l'information délétère est tout aussi mauvaise que être maintenu dans un non-savoir. Et puis, pourquoi est-ce qu'on se sent touché même quand on n'est pas directement sur place? Ça, c'est la grande question que tout le monde se pose et c'est de là que vient notre sentiment éventuel d'illégitimité. C'est moi, je n'y suis pas, alors comment est-ce que je peux justifier d'être touché autant? Et parce qu'en fait, on est touché par ricochet. Et on va sans doute en parler petit à petit en détail, Lilia, mais je touche du doigt comme ça en entrée de jeu le sujet. Il y a des victimes par ricochet dans les événements traumatiques. On peut être tout aussi touché, ce n'est pas une question d'intensité, hein, c'est une question de se sentir concerné. On peut être tout aussi touché quand on est témoin de quelque chose que quand on est directement concerné par l'événement. En fait, c'est la proximité relationnelle avec l'événement et les gens qui y sont inclus qui fait qu'on se sent touché si fort. Voilà. C'est clair. Effectivement, tu m'as expliqué les différentes couches en fait de notre moi, de notre soi qui peut être touché et c'est super intéressant et ce serait probablement intéressant que tu en parles. Mais enfin, moi, ce qui m'a choqué et ce qui était déboussolant en fait dans les premiers jours, c'est que c'est une situation tellement improbable, le mot est faible, mais en 2022, même, pas là, une semaine avant, j'y étais.
personne dans ma famille ne s'attendait à ce que ça arrive comme ça, en fait. Donc en fait, dans le monde, très peu de gens, je pense, voire enfin, je sais pas, un pourcentage, microscopique devaient s'attendre à ce qu'une guerre, comme ça éclate. Et du coup, je me suis retrouvée perdue, en fait, dans les 1ers j les peut-être les 2-3 premiers jours, je me rendais compte que j'étais très directement, moins que ceux qui sont sur place, mais j'étais quand même relativement directement concernée puisque c'est mon pays, ma famille et cetera. Heu et en mo enfin, je me le disais pas consciemment, mais quelque part, je pense que je m'autorisais à le ressentir. Je me disais, «Bon, bah, du coup», et en parallèle, bah, en même temps, tu es loin, donc prends des moments hors news, comme tu disais, hors info, parce que tu peux, et parce que enfin, si tu veux pouvoir les aider, fais-le, quoi. Enfin, tu as besoin de préserver ta santé mentale et puis plus ça allait, je pense dans la première semaine, mes émotions sont allées crescendo. On prend conscience de l'ampleur de ce qui se passe, c'est toujours pas fini. On se disait: «Merde, peut-être que ça va durer 2 jours» et puis en fait non, ça durait pas 2 jours. Tes proches te disent, «Bah, ça y est, en fait, on nous a dit d'aller aux abris, dans les abris, souterrains pour nous cacher» et heu et j'ai eu l'impression qu'en fait, plus la confusion a grandi quelque part. C'est là que sont arrivées toutes ces émotions dont tu parlais, où je me dis: «Je suis loin, j'ai pas le droit de ressentir d'être mal, mais en même temps, je suis mal» et du coup, et en même temps, j'ai quand même ma vie qui va quand même relativement bien ici en Europe, hem et c'est là que tu m'as et en plus, je suis allée voir la partie de ma famille qui avait fui et qui sont arrivés, hem, en Roumanie et j'étais revenue, complètement traumatisée par leurs contacts et leurs récits et leurs émotions. Hem et c'est là que tu m'as expliqué des choses plus en profondeur concernant justement ces différentes couches de victimes et puis aussi différentes couches de soi qui peuvent être touchées. Mhm. Alors pour résumer, hein, parce que ce sont des grandes explications un peu techniques, mais pour faire le tri entre tout ce qui se passe, il y a donc des victimes directes d'un événement traumatogène. Oui, parce que les événements sont traumatogènes et pas nécessairement traumatisants de façon automatique. Bon, évidemment, une guerre, il y a quand même un potentiel de trauma énorme, mais il se peut que certaines personnes, finalement, passent plus ou moins à travers les mailles du filet, qu'elles s'adaptent, qu'elles se suradaptent, qu'elles aient des émotions intenses et qu'elles vivent des choses très graves, mais qu'elles ne développent pas nécessairement un syndrome de stress post-traumatique après. Donc, ça n'est pas nécessairement automatique. Mais bien sûr, une guerre, c'est quand même un des événements ultimes où il se passe des choses très difficiles à digérer. Mais donc, il y a les victimes directes. Bon, ça, c'est la personne directement concernée. Et puis, les tout proches, le partenaire, les parents, les enfants, les frères, les sœurs. Et puis, il y a la famille élargie, les amis, les voisins, les collègues, donc tous ceux qui sont dans des cercles concentriques, on va dire, plus éloignés du cœur du problème, mais qui, par proximité relationnelle, par investissement émotionnel auprès des gens qui sont directement touchés, sont concernés aussi. Et on peut très bien être traumatisé par ricochet, on appelle ça comme ça. Donc c'est une traumatisation indirecte. On l'appelle secondaire parce que c'est un deuxième cercle concentrique, mais c'est pas du tout secondaire pour la personne qui est concernée. Hein. C'est même c'est une expérience très directe de quelque chose d'indirect. Il y a même un cercle encore plus large qui sont ce qu'on appelle les victimes quaternaires, parce qu'il y a plusieurs couches. Ça, ce sont les gens du reste du monde, on va dire ça comme ça de façon générale. Donc, au-delà de la famille, des amis, des gens directement concernés, il y a le personnel des ONG qui est sur place, les policiers, les militaires, les psychologues, etc. Et puis, il y a les journalistes et les avocats et tous les gens qui travaillent dans les tribunaux et qui vont faire les enquêtes sur tout ce qui est crimes de guerre, etc., et qui vont entendre tous ces témoignages. Et puis, il y a nous tous, on va dire ça comme ça. Le reste du monde, la société, la communauté au sens large. Et
Et un événement comme une guerre, en fait, ça touche le monde entier. Alors on parle de guerre mondiale, on n'y est pas dans les faits, mais on peut y être dans le ressenti. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer maintenant à un certain endroit, à un certain moment, va modifier les habitudes de vie et les conceptions et peut-être la foi en l'humanité de pas mal de gens. Et donc, on est touché comme ça aussi. Alors, c'est un cercle un peu plus éloigné, mais on est touché. Et toutes ces, tous ces types de, on va dire, de distance par rapport aux événements nous touchent à des endroits différents. Donc, les fameux moi, on a plusieurs moi à l'intérieur de soi. Le moi intime est touché parce que là, on est directement en lien avec sa famille, quand on connaît des gens, etc. Le moi social est touché aussi, puisque ce sont les amis autour, ce sont les gens qu'on côtoie au travail, c'est notre façon d'entrer en lien avec le monde extérieur. Les gens ont moins accès à notre intimité profonde, mais ils ont accès quand même à une part de nous qu'on investit beaucoup. Et puis, il y a le fameux moi communautaire. Donc ça, c'est une part de soi qui est plus en lien avec notre identité culturelle et le fait d'être citoyen du monde. Et ça, c'est directement touché par un événement tel que, c'est même une série d'événements, tel que celui-ci. Alors, j'en profite pour faire, parce que j'y pense, la distinction entre un événement et donc un trauma simple et ce qu'on appelle un trauma complexe, qui est en fait lié à une série d'événements, quelque chose qui se répète, quelque chose qui est long, quelque chose qui se produit soit en permanence sur une longue période ou dont on pressent le danger de revenir nous toucher en permanence. Et donc en fait, c'est la permanence du danger qui fait plus le trauma complexe ou la permanence du sentiment de danger. Donc, peu importe si les choses se passent, si on bombarde tous les jours ou si on bombarde un jour sur deux, le jour où on ne bombarde pas, on est quand même en état d'hyper-vigilance et d'hyper-danger pour sa sécurité intérieure. Donc, en fait, ce n'est pas moins grave. On est quand même dans un état d'attente de l'horreur qui peut poser le même genre de problème. Alors, bien sûr, le traumatisme qu'on peut éventuellement développer ici, donc c'est-à-dire dans un pays autre que celui qui est attaqué, c'est aussi un traumatisme indirect, mais les conséquences qu'on en ressent sont, elles, très directes. Tu l'as dit toi-même, j'ai été submergée par mes émotions, je sentais que voilà, j'avais du mal à digérer tout ça, que je devais prendre un peu de distance, et c'est tout à fait normal, parce que même si ça se passe plus loin, on est tout aussi pris par les événements. Et d'autant plus pris presque qu'on est privé de son pouvoir d'agir. Et donc ce sentiment ou cette impression d'être impuissant est tout aussi délétère que quand on est sur place et qu'on doit faire face au danger de façon différente. Là-bas, évidemment, on craint pour sa vie directement. Ici, pas, tu le disais, mais on craint pour la vie des autres, de ceux qui nous sont proches, et on se dit, qu'est-ce que je peux faire, moi, ici, par rapport à eux là-bas? Et en fait, ça, c'est une autre forme de danger, c'est une autre forme d'insécurité psychique, en fait. Donc, oui, l'impuissance et ou la confrontation directe au danger ont des effets sur nous-mêmes à distance, on va dire ça comme ça. Parce que la distance géographique et la distance émotionnelle ne se chevauchent pas complètement. Ah, je ne sais pas si tu es en train de nous parler, mais je vois ton micro fermé. Tout à fait, pardon, merci pour le rappel. Je coupe le micro toujours au cas où quand je parle pas. Ouais, moi, ce que ça m'évoque, c'est en fait, en partie, enfin, par exemple, en France, certains de mes contacts, que ce soit amis, clients, partenaires, peu importe, m'ont envoyé des messages comme si j'étais enfin, la victime, enfin, parmi les victimes les plus directes, mais parce que j'imagine que de leur point de vue, étant ukrainienne, même si je suis ici, je suis au cœur des événements.
Mais par rapport à mes proches, enfin, quand ils étaient là-bas ou même depuis qu'ils sont partis, quand on discute et par exemple, alors ça dépend des personnes, mais j'ai ma sœur, une de mes sœurs qui est restée au pays, elle s'est mise en sécurité vers l'ouest du pays, mais sécurité relative pour l'instant, mais qui, dans son caractère et dans sa personnalité et peut-être aussi dans sa situation parce qu'elle est en plein dedans, hem, elle dit: «Oui, je prends le temps de me balader, de faire un peu de sport». Elle a en tout cas avec le temps, elle a commencé à le faire. Et les gens qui sont partis, donc ma famille, donc notre père, ma belle-mère et mon autre sœur, eux, ils sont tout le temps, alors c'est aussi leur personnalité, mais je me demande si c'est pas aussi la distance qui fait ça, j'en sais rien, c'est peut-être une question que je te pose. Hem, heu, Ils sont tout le temps enfin, scotchés à leurs écrans, tout le temps. Ils sont, ils ont une fille là-bas, la mère de ma belle-mère est là-bas, et en fait, parfois quand moi je dis: «Oui, bah, je fais comme ma sœur», c'est vrai que je prends le temps, heu, du temps pour moi en dehors des actions, différentes actions que j'entreprends, mais je prends du temps pour moi. Ils disent: «Oui, oui, bah, toi tu peux le faire. Nous, on peut pas se permettre de ne pas être tout le temps, sur les». Donc en fait, il y a à la fois une sorte de enfin, il y a une sorte de relativisation qui n'est, enfin, moi, telle que je la vis pas toujours sainement, en fait, cette relativisation des événements. C'est très juste ce que tu dis, hein, le fait d'être dans la position où finalement on ne sait pas trop à quel degré on doit s'impliquer ou pas, et ce qui est juste pour les autres, et puis ce que eux considèrent juste. Donc ce que nous, on considère être juste pour eux et ce que eux considèrent être Ouais, juste c'est pour eux. ça. Et comme c'est une histoire de cercle concentrique, hein, enfin, on peut se le représenter comme ça, la plus mauvaise place, c'est la deuxième. C'est un peu comme avec Raymond Poulidor pour le Tour de France, hein, donc c'est sur le podium olympique. Le, le niveau de la deuxième place, c'est toujours la pire dans toutes les histoires de vie, hein, parce que donc soit on est au cœur de la victoire, mais ici du problème, et on est directement en prise avec, et on se dit allez, bon, faut faire quelque chose, faut réagir, faut bouger, enfin on est tellement dans l'action que bon voilà. Soit on est en arrière-garde et on peut aider, soutenir de plus loin, etc., et prendre ce fameux recul dont tu parles. Soit on est comme eux, et c'est ça voilà, qui leur fait gérer cette distance de manière un peu plus compliquée par rapport à l'information, et est-ce que je dois m'y coller ou m'en détacher. Et eux s'y collent davantage que toi. Le fait d'être là dans cette zone intermédiaire, c'est on est suffisamment proche de ce qui se passe que pour avoir besoin d'y être vraiment, d'être en prise avec les événements, et en même temps, on n'est pas encore suffisamment loin que pour pouvoir prendre ce recul un peu serein, ou se dire de temps en temps, je souffle un peu et je m'en détache, parce c'est pas possible. Et donc, c'est très compliqué cette situation intermédiaire-là, et c'est ça qui génère des sentiments très ambivalents. Alors, l'histoire de l'exposition médiatique, oui, on en a tous besoin, même si on est dans les cercles beaucoup plus éloignés, mais le fait de répondre à nos questions, ça apaise un peu l'anxiété, bien sûr, ça dans tout type de situation, parce qu'on a l'impression qu'on reprend du pouvoir, ne serait-ce qu'un peu intellectuellement parlant, sur un événement qui nous échappe. Donc, si l'action qui est en train de se dérouler nous échappe, on essaie au moins de choper la compréhension. Mais même ça glisse un peu entre les doigts, on se rend bien compte que ça a ses limites. Alors c'est un mécanisme de défense tout à fait classique, hein, l'intellectualisation des choses, le fait de prendre du recul, de relativiser, comme tu disais. Mais on est parfois un peu rattrapé par ses propres émotions, et on est étonné de se sentir autant impliqué alors qu'on n'imaginait pas, etc. Ou à des moments où on n'imaginait pas l'être. Bon, tout ça doit apprendre à se gérer avec énormément d'indulgence pour soi-même. Ça, c'est le message, c'est soyez doux avec vous-même, parce que c'est suffisamment déjà compliqué comme situation en soi, que pour qu'on se rajoute à soi une couche de culpabilité, qui est par ailleurs tout à fait légitime. Alors oui, j'ai l'impression de dire deux choses à la fois, mais oui, puisque c'est une ambivalence, donc je dis effectivement deux choses à la fois. C'est légitime de se sentir un peu coupable, parce qu'en fait, ça, c'est un jeu de notre cerveau,
qui est très bien fait, qui joue plein de trucs à notre insu et qui nous envoie le message, si je me sens un petit peu coupable, ça veut dire que j'ai encore un peu de pouvoir sur les choses. Ça veut dire que j'y suis pour quelque chose. Alors, je n'en peux rien, mais j'y peux quelque chose. Il y a juste un petit mot qui change, mais ça change tout le sens de la phrase. Et en fait, ça, c'est la fameuse culpabilité réactionnelle qui se crée en nous quand on a complètement l'impression de ne pas avoir de prise sur les événements. Mais là, on se dit que finalement, si on s'en veut, on est au moins en train de faire quelque chose. Bon, évidemment, on vise à côté de la cible et ça ne fonctionne pas, mais c'est un peu ça qui se passe comme réaction. Alors, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Parce qu'en fait, il y a un effondrement total de nos croyances fondamentales dans le monde, on va dire ça comme ça. Tous les êtres humains pensent a priori que, grosso modo, le monde est plutôt bienveillant, plutôt altruiste, plutôt logique, que les choses sont relativement prévisibles et qu'on va avoir relativement du pouvoir dessus. Ça, c'est ce qu'on croit en temps normal, tous. Enfin, sauf à être hyper anxieux, mais enfin, voilà. Globalement, on se dit que, allez, on part avec une hypothèse pour le meilleur. Et quand il se passe des choses comme maintenant, qui sont plutôt le pire, là, il y a un effondrement de ces schémas cognitifs-là, de positifs a priori, et on est face, soudainement, à la réalité de non, ce qui se passe vraiment, c'est plutôt négatif, et ça déconstruit tout ce qu'on pensait. Et on perd un peu foi dans le monde, et on se dit, ah bon, donc en fait, je pensais que c'était logique et prévisible, ce ne l'est pas. Ouais, Je c'est pensais que les ça. gens étaient plutôt gentils les uns avec les autres, etc. Ben, pas tous. En tout Et cas, puis, raisonnable. voilà, raisonnable, et qu'à un moment donné, le bon sens, humainement parlant, allait reprendre le dessus. Ben non, en tout cas, ça va prendre un certain temps. Et pendant tout ce temps-là, on est étonné, je vais dire ça comme ça, hein, c'est vraiment un choc, une sidération, une surprise, et puis après, il y a toutes les émotions qui viennent derrière, et on est étonné de constater que ce qu'on tenait pour vrai est finalement battu en brèche par les événements. La réalité dépasse la fiction, et là, pour le coup, c'est vraiment souffrant. Et c'est normal que ce le soit, parce qu'en fait, euh, on cherche à comprendre, parce que ça dépasse l'entendement, comme la signification même du proverbe le dit, hein, ça dépasse mon entendement, mais c'est exactement ça qui se passe. Et comme on cherche du sens, on cherche à comprendre, c'est parfois contre-productif aussi, parce qu'en fait, si les trucs n'ont effectivement pas beaucoup de sens, ou alors ça nous échappe parce que ce sont des enjeux sociaux, politico, géo, macro, machin, et donc avec à notre niveau, on peut difficilement comprendre la globalité du problème dans toute sa complexité. Et alors à ce moment-là, on se met à mouliner et à essayer de faire sens de quelque chose qui ne pourra pas en avoir là, maintenant, tout de suite. Et donc c'est ça qui est compliqué, c'est tenir le coup en attendant qu'on puisse métaboliser les choses. Et ça, c'est aussi un enjeu, c'est soutenir le choc direct au moment où les choses se passent, et puis tenir le coup sur la longueur pour être capable de se maintenir et d'aider les autres. En fait, c'est un peu Mais comme marcher sur un truc qui est en perpétuelle instabilité. Sauf que si c'est un pont, on voit l'autre rive, quoi. On se dit, OK, c'est cool, dans quelques mètres, c'est fini. Mais là, en fait, on voit pas le. Et ça, c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était très, très, très perturbant. Euh, Là aussi, j'ai eu enfin, moi, personnellement, je sais pas ce qu'en pensent les autres participants, mais enfin, j'ai eu une sorte de dualité dans ma réflexion où d'une part, il y avait presque une nouvelle sérénité à me dire, euh, mais ça, c'est mon background spirituel qui fait ça, où je me disais, oui, bon, bah, finalement, peut-être que le monde finira demain et qu'est-ce qu'on peut faire du temps qui nous reste? Et c'était des réflexions qui étaient pour moi très sereines, en fait. J'étais pas angoissée. Mais d'un autre côté, quand tu sors de cet état un peu
réflectif, méditatif, et tu reviens à ce que tu dois faire au quotidien, en fait, les mêmes réflexions commencent à t'angoisser, quoi. Moi, j'ai commencé à et l'incertitude commence à faire peur et en fait, je suis revenue de mon séjour à Bucarest, justement, avec ce gros sentiment de culpabilité qui, au moins, c'était hyper, enfin, je trouvais ça vraiment, mais très vicieux comme fonctionnement du cerveau et c'est suite à ça que j'ai fait appel à toi pour faire une séance. Parce que j'ai l'impression que cette culpabilité, en fait, je me sentais non, c'était pas tellement la culpabilité, justement, c'était le fait de me sentir mal, après avoir vu mes proches, m'enlever de la culpabilité. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, ce que tu m'as expliqué l'autre jour, c'est en fait, la culpabilité, au moins dans une sorte en tout cas, le fait de se sentir d'une certaine manière, c'est comme ça que moi, le fait de me sentir mal, j'étais plus connectée à ce qui se passait et du coup, ça me dégageait d'une forme presque de responsabilité, quoi. C'était un peu bizarre. Il y a des trucs très bizarres qui se passent. C'est quand on se sent par période un petit peu moins mal, voire un peu mieux, on se ressent mal directement après parce qu'on s'en veut de ne plus se sentir aussi mal. Et du coup, Ouais, on a l'impression vraiment des trucs qui se passent. Bon, parce qu'on se dit, euh, la situation n'a pas changé, c'est toujours aussi grave. Et moi, tout à coup, j'ai l'air moins dedans. Donc, en fait, ouais, donc, bon, tout ça sont des mécanismes psychologiques super complexes. Pas compliqués, mais complexes. Qu'il faut démonter pour voilà, comprendre que c'est de nouveau, c'est normal, c'est la situation qui ne l'est pas. Ça aide de les décortiquer parce qu'on comprend mieux ce qui se passe à l'intérieur de nous, donc on les ouais. accepte davantage. Et on se dit que si on doit interagir avec les autres, c'est plus simple quand on comprend un peu ce qui se passe à l'intérieur. Mais il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a la fameuse traumatisation indirecte, hein, pour ceux qui ne sont pas directement sur place, mais qui sont en contact avec ceux qui sont sur place. Alors, c'est ce qu'on appelle la cicatrice sans la blessure. Ah oui, C'est une belle formule et on voit tout de suite, ça donne une image mentale directe de ce que ça peut être. Hein. Donc, je peux ressentir les effets de quelque chose, même si je n'ai pas été directement soumis, mais ça ne va pas mieux pour autant. À la limite, je me sens démérité par rapport aux autres parce que moi, je ne suis pas là à livrer le combat directement de ça. Alors, il y a le fameux truc qui vient se mettre par-dessus parce que c'est par couche, du syndrome du survivant, où on se dit, ah, mais moi, ça va en fait. Moi, j'y ai échappé, ou je suis plus ou moins dans une situation confortable. Et du coup, on s'en veut d'être dans cette situation confortable, alors que la logique voudrait que on se dit, je vais faire tout pour faire profiter aux autres de ce relatif confort que moi je ressens pour leur amener à eux du confort. Mais c'est l'inverse, on se dit que c'est la détresse des autres qui vient nous toucher, nous, et on la prend sur soi, en fait. Alors tout ça est aussi normal, même si ça nous dessert parfois, parce que dans le phénomène qu'on appelle le partage social des émotions, c'est un truc voilà, qu'on vit tous parce qu'on est des humains et pas des robots. Oui, ça c'est la bonne nouvelle du jour. On a besoin de se sentir connecté aux autres et on est des êtres sociaux qui nous connectons naturellement aux autres. Et donc, quand les autres sentent de la joie, on la ressent aussi. Et quand ils sont en détresse, on la ressent. Alors, si vous êtes particulièrement empathique et que ce que les autres vivent font résonance en vous, et c'est le cas de beaucoup de personnes pour le moment, ça peut juste, entre guillemets, faire vibrer une corde, mais vous sentez que vous êtes au diapason avec l'autre personne dans sa douleur, ou ça peut également raviver un trauma à vous, ancien, oui. un vieux truc qui était planqué sous le tapis ou sous un couvercle, ou qu'on pensait même avoir oublié, mais qu'en fait, ça revient appuyer sur le bouton et donc ça reclignote. Donc il y a des tas de choses qu'on vit dans notre relation aux autres quand les autres souffrent, qui nous font souffrir nous aussi, soit parce qu'on souffre de leur souffrance, soit parce qu'on souffre de la nôtre, qui vient se rappeler à notre bon ou mauvais souvenir dans ce cas-ci. Donc en fait, il y a plein de choses qui se mélangent et c'est pas toujours facile de faire le tri
avec tout ce Ouais. qui nous arrive et de nouveau de se sentir juste dans notre attitude vis-à-vis de nous-mêmes et notre attitude vis-à-vis d'autrui. Est-ce que je fais assez? Est-ce que j'en fais pas trop? Et est-ce que c'est le bon moment? Et si je décide d'arrêter parce que je dois souffler un peu pour me préserver moi, est-ce que finalement je ne les laisse pas tomber? Enfin, il y a plein de questions qui se posent et qui polluent un peu l'esprit et qui se rajoutent à la situation qui elle-même est compliquée sur le terrain. Euh, ouais, il y a un autre aspect, et ça, j'aimerais que ça soit la transition pour la deuxième partie de ce que tu as, de ce que tu préparé, qui est qu'est-ce qu'on fait finalement en fait quand on est ici. Mais la veille des premières bombes, en fait, j'ai fait un post sur LinkedIn qui, contre toute intention de ma part, a, a- a eu plus de 2 millions de vues, plus de je sais pas combien de milliers de commentaires, etc. Et du coup, bien évidemment, quand on a autant de commentaires, il y a de tout dans les commentaires. Et ça, plus les personnes dans mon entourage direct qui savent que je suis ukrainienne, euh, il y a, et je suis sûre que je suis pas la seule, et c'est pour ça que j'en parle, vivant en France, on a quand même une particularité de vivre dans un pays qui a quand même toute une grosse histoire avec la colonisation, les migrations, la diversité, pour le coup, d'origine. Là, je parle vraiment d'origine. Euh, et, euh, et il y a eu des commentaires, alors que ça soit de la part enfin, de la part des personnes un peu que je connais pas, bon, ça m'a moyennement touchée. De la part d'amis à moi, ça m'a beaucoup plus directement atteint, mais qui disent oui, mais en fait, personne ne s'est jamais autant mobilisé pour l'Afghanistan, pour la Syrie, ce qui est vrai, et je les comprends. Euh, et, euh, et puis, regarde comment les Ukrainiens ont repoussé des Noirs, en fait. Non, ils les ont pas laissés entrer dans les trains, donc ils les ont laissés sur les quais, etc. Et alors, tu as beau savoir, et même parfois dire qu'il y a des explications logiques à ça, ce qui ne justifie pas certaines colères, enfin, certains, comment dire, ce qui ne justifie pas le fait que on est un peu mis de côté les autres guerres, ça ne justifie pas non plus les actes racistes, mais il y a des explications logiques, par exemple dire que bah, en fait, ces événements sur les quais des trains, c'est pas généralisé, il y en a eu, il y en a eu, hein, faut pas les nier, mais c'est pas non plus tout le monde est partout. Et puis, d'après ce que j'ai compris, plus les événements sont proches de nous géographiquement et culturellement, plus on se sent concerné. Donc, c'est quelque part logique. Est-ce que c'est humainement acceptable? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est logique en fait que le monde entier se sente plus concerné par l'Ukraine que par d'autres pays. Euh, et je dis ça vraiment avec autant de pincettes que je peux, puisque je comprends leur colère en voyant ça. Mais en étant ukrainien en France aujourd'hui, voilà, on s'est pris bah, tous les trucs. Donc en gros, moi, j'ai même vu des commentaires passer, genre en gros, l'Ukraine a mérité ce que vous vivez, quoi. Ferme-la et ne t'attends pas à de la compassion de notre part. Bref, tout ça fait qu'on a une position aujourd'hui les- qui reste assez particulière. Et voilà, je ne vais pas trop continuer sur cet aspect-là particulier, mais comme je disais, j'aimerais bien que ça serve de transition. En gros, qu'est-ce qu'on peut faire nous aujourd'hui? Alors, quand je dis nous, c'est nous, Ukrainiens d'ici, mais aussi les Français, en fait, parce qu'il y a rien qu'ici dans le webinaire, on a pas mal de... Il y a certaines personnes que je connais qui sont françaises. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour être empathique, utile, mais en préservant sa propre santé mentale, parce que eux, ils peuvent avoir besoin de nous différemment que juste par notre culpabilité ou notre souffrance. Ben voilà, tu as prononcé le mot, c'est et en même temps. Le mot magique, c'est et non pas ou. Parce que le problème de ce qui se passe dans des situations comme celle-ci qui sont très polarisantes, c'est ça qui t'est arrivé et c'est ça que les gens ont exprimé dans des dichotomies comme ça. Le monde est blanc ou noir, coupé en deux, il faut choisir son camp. Enfin bon. Ça, c'est quand les situations sont catastrophiques, tout à coup, le monde est coupé en deux. Hein. Et les gens se sentent un peu obligés ou poussés
à choisir un camp. Bon, c'est très binaire et bon, les lois de la guerre vont contre les règles du monde, on va dire ça comme ça, et surtout le monde d'aujourd'hui qui est un monde de la diversité, de la globalité, de la complexité, de la systémique, et que les choses sont multifactorielles et il y a toujours une raison pour ceci et la même contre cela, etc. Donc, le monde de la nuance est le monde qu'il faudrait essayer de retrouver. Bon, dans une guerre, c'est évidemment pas le cas, parce que c'est la logique de l'affrontement jusqu'au bout. Mais dans notre vie à nous, et dans notre façon d'aider et de restaurer une forme de... Enfin, sérénité, c'est un grand mot, mais disons supporter ce qui se passe et être capable d'être efficace pour les autres, il faut remettre de la nuance et de la justice et de la justesse là-dedans. Et il y a plein de façons de faire. Hein. Donc, ça peut être poser des actes très concrets, ancrés dans le réel, partir de soi, de là où on est, de ce qu'on est capable de faire, à son niveau, selon ses moyens, les moyens physiques, les moyens financiers, les moyens humains qu'on a autour de soi, et poser une vraie action d'aider, contribuer, j'allais dire mettre sa main dans le cambouis, et là on reprend vie parce qu'on est dans le mouvement. On prépare des vivres, on fait des colis, on met des affiches, enfin peu importe, hein, dans le secteur dans lequel on œuvre, personnel ou professionnel, on peut poser des actes concrets dans la vraie vie, et là on reprend en main le cours des choses. Puis on peut aussi poser des actes, j'allais dire, symboliques, parce que la symbolique c'est énorme, et que la force du symbole c'est ça, c'est une petite chose qui va avoir un grand effet. Et ce sont des choses qu'on peut faire qui ont l'air minimes, mais qui ont un impact sur nous-mêmes et sur les autres qui est très important. Par exemple, restaurer dans sa vie à soi des petits rituels qui rendent la vie normale, ou qui donnent une illusion de récupérer une vie normale. Bon, il y a toutes les choses très claires de réinstaurer des rythmes de sommeil, d'alimentation, de respiration, De sport. de sport, de contacts sociaux, etc. Donc, essayer de récupérer pour soi déjà un environnement de vie qui soit prévisible, doux, altruiste, bienveillant, etc. Donc, ce qui fait partie des règles théoriquement du monde sur lequel on se base, mais qui ont été mises à mal par les événements. Et puis, il y a des choses qui vont au-delà de ça, qui sont la capacité qu'on a à se remettre en lien avec les autres, et qui crée de la chaleur humaine, en fait. Ce dont on manque cruellement pour le moment. Et donc, en fait, ça peut se faire même avec son voisin à soi, qui est aussi ici, en France ou en Belgique, etc. Et pas nécessairement directement avec les gens qui sont sur place, si on ne peut pas y aller. Donc, mais ça restaure une forme d'humanité et notre participation à cette humanité-là. On n'intervient pas directement auprès de ceux qui sont bombardés, mais on crée une forme j'allais dire, d'esprit d'être humain positif de façon générale. Après tout, la société, comme dirait l'autre, c'est nous. Hein. Ça ne veut rien dire, la société. La société, c'est nous tous. Et donc, quand on se met tous ensemble dans une forme d'esprit comme ça, d'entraide, de solidarité, de monter des projets ensemble et de contribuer à une cause plus large que nous, on a quand même un impact, parce que ça finit par produire ses effets dans le réel. Bon, politiquement, sociologiquement, tout ça, ça finit par avancer. Le fameux effondrement dont je parlais tout à l'heure, où on se dit que finalement le monde ne tourne plus rond, ben, c'est une façon de contrer ça et de faire en sorte que nous-mêmes, nous le fassions retourner à nouveau rond selon des règles qui nous conviennent. Alors, ce qu'on peut faire très concrètement aussi, parce que parfois les gens me demandent, oui, mais quand je suis chez moi et que je sens que ça ne va pas trop bien,
Est-ce qu'il y a des petites choses à faire? Bah oui, on peut téléphoner à son psy, etc. Mais est-ce que je peux faire quelque chose de très concret chez moi pour m'apaiser et me ramener dans le monde des vivants, quoi? Ah bien, ça passe par les sens, parce qu'après tout, ce qui fait la différence entre nous et plein d'autres choses, c'est le fait qu'on est des êtres de perception, de sensation, de sentiments. Et donc, on peut aller remobiliser tout ça, le vivant en nous, euh, en allant stimuler tous ces sens-là. Et donc, il y a des choses toutes simples qui font énormément de bien. Euh, c'est de trouver, par exemple, je vous donne, c'est pas un exercice, c'est un conseil, trouver pour chaque sens, donc l'ouïe, l'odorat, vous voyez, le toucher, la vision, etc., trouver un support d'expression ou justement d'apaisement qui nourrit ce canal sensoriel-là. Donc, par exemple, la photo de quelqu'un qu'on aime bien, qui n'est pas nécessairement la photo des victimes, ça peut l'être, hein, mais voilà, c'est la photo de votre grand-mère, enfin n'importe quoi. Quelque chose qui, à la seule vue de cette image, ça peut être un endroit sécurisant aussi, à la seule vue de cette image va vous donner un apaisement par cette image mentale. On peut aller stimuler le sens, par exemple, de l'olfaction avec un parfum qui apaise. On peut aller chercher, les enfants font ça d'ailleurs, et nous les adultes on oublie de le faire, une texture qui est douce au toucher. Les enfants prennent des peluches, mais on peut aller chercher un tissu, un vêtement qu'on aime porter et qui nous apaise. On peut aller chercher une musique, ça c'est très connu, et même quand on est adulte, on continue à le faire, une musique qui nous parle vraiment, qui nous réénergise et la passer rentre directement par les sens. Il n'y a pas besoin de faire une opération intellectuelle très élaborée. Ça, mais oui, mais voilà, on n'a pas besoin de cogiter du ciboulot. Ça nous pénètre littéralement par des sons, une voix chaude d'un chanteur qui est préféré, une mélodie. Et en fait, toutes ces petites choses qui ont l'air toutes simples, qui ont quand même trait aux formes d'art de façon générale, sont des choses qui nous pénètrent, qui nous soignent de l'intérieur. Ça vient un peu soigner notre âme. Bon, l'âme, c'est un grand sujet, mais enfin voilà. Ça vient nous soigner de l'intérieur. Ça vient refermer cette fameuse cicatrice sans la blessure, puisqu'en fait, on n'est pas vraiment blessé physiquement, on est blessé émotionnellement par les événements. Et donc, comment est-ce qu'on peut se soigner émotionnellement? On ne met pas du mercurochrome puisqu'il n'y a pas de plaie, mais on va mettre du baume sur la cicatrice. Et donc, c'est ce qu'on fait aussi d'ailleurs sur la cicatrice physique. Mais donc, se mettre du baume au cœur, l'expression, c'est exactement celle-là. Et ça se fait par des contacts positifs avec les autres, quelque chose d'agréable auquel s'exposer, qui nous change des images de la télévision qui nous déglingue un peu. C'est récupérer une forme de chaleur dans les perceptions qui va aider à mettre à distance ce qu'on voit comme image et qui nous rendent, impuissants. Donc voilà, ce sont des petits exemples de choses très concrètes dans la vie de tous les jours qui ont l'air complètement anodines. Et on peut même penser, oh ben oui, mais ça, je l'aurais bien réfléchi tout seul. Oui, sauf que sur le moment, quand on ne va pas bien, on n'y pense pas. Ouais. On a tendance à oublier ce qui nous fait du bien parce qu'on est on est accaparé par la zone problème dans notre tête. Et c'est bien de pouvoir se faire un espèce de mini cahier ou ne serait-ce qu'une liste de ressources, la liste des petits trésors auxquels on peut se rattacher et qui restabilise un peu le monde. Tu disais, oui, ça bouge, c'est mouvant, on a l'impression qu'on peut s'accrocher à rien, c'est vrai. Et donc, dans ces moments-là, si on a une forme de liste de choses stables et solides auxquelles on peut s'accrocher, et on s'accroche d'abord sensoriellement, eh bien, finalement, c'est un support de résilience pour nous. Est-ce que ça
Ça t'aide un peu comme petit truc? Oui, j'aimerais bien savoir si parmi les participants, si vous pouvez faire, aussi un retour. J'en profite pour te lire 2 commentaires, juste qui ne comportent pas de questions, mais, une personne qui dit: «Bonjour, merci pour ce rendez-vous. C'est très intéressant et très important pour se comprendre et comprendre les autres». Et puis, une autre personne qui dit: «Merci de mettre les mots sur l'ambiguïté des ressentis face à une situation qui nous dépasse». Et en fait, pour revenir à ce que tu disais, moi, ça m'aide. Du coup, j'en profite aussi, les participants, si vous voulez, dire votre retour sur ce que Isabelle vient d'expliquer, ce serait super. Hem, alors je ne sais pas si c'est, répandu comme truc ou pas, mais à la limite, peu importe. Ce qui m'aide beaucoup, en fait, c'est en tout cas, j'ai une sorte de que moi je trouve un fonctionnement un peu entre guillemets «délétère» dans le sens où, heu, si je ne fais que, des petites actions sensorielles, sur des petits instants qui me rappellent ma normalité, dans un monde qui n'est plus normal, hem, j'ai pas l'impression que ça ait l'effet que moi j'aimerais en fait, l'effet suffisamment apaisant. En revanche, il y a un élément que je rajoute à ça et qui, pour le coup, m'aide vraiment beaucoup, c'est de me rappeler que et encore une fois, c'est peut-être mon background, de recherche spirituelle qui fait ça, mais de me dire, en fait, que le plus important, c'est ici et maintenant, en fait. C'est ce que j'ai maintenant, et même si ça doit s'arrêter, parce que si après avoir, eu, 5 minutes d'apaisement sensoriel, je reviens vers une réalité qui me bouleverse tout autant, j'ai l'impression en fait tu sais, de tricher avec mon esprit en fait. Alors que si je me dis en plus de ça, ouais, mais profite de ce que tu ressens là, tout de suite, maintenant, parce que même si dans 5 minutes, ça part, pour paraphraser, le titre d'un bouquin que j'ai pas spécialement aimé d'ailleurs non plus, mais bon, le pouvoir de l'instant présent. Hem, heu, le fait de me dire ça, de me dire: «OK, mais en fait, j'ai quand même la chance de pouvoir, tous les soirs, d'être dans les bras de mon chéri, et j'espère que ce soir, je l'aurai encore». Pas mon chéri, si, c'est que j'aurai encore la soirée, en fait, et me rappeler aussi que finalement, le plus important, c'est pas tellement tout ce que j'ai construit sur les certitudes. C'est voilà, c'est maintenant, c'est les trucs intangibles et ça, combiné avec les petites astuces, là, pour moi, ça fait l'affaire. Vraiment, je pense que ça m'aide à à me sortir des instants qui sont vraiment paralysants énergétiquement, et en même temps, donc il y a un retour, il y a une personne qui me dit: «C'est très rassurant, on a besoin de prendre du recul aussi». Oui, le fait effectivement de sortir, j'imagine que c'est comme ça que, tu as voulu le dire, heu prendre du recul dans le sens où on pense pendant quelques minutes à autre chose que les actualités et du coup ça nous refait prendre un peu de hauteur. C'est une petite bulle, oui, exact. Mais tu as parfaitement raison, hein, avec, cette histoire de moment présent et j'ajouterais même, j'en profite du coup pour tisser sur un truc que j'ai oublié de dire et que je me dis que c'est important. Hem, c'est tisser le moment présent et le brancher avec ce qu'on a eu de bon dans le passé et qui fait ce qu'on est et qui nous donne de la force et qui sont tous les souvenirs qui nous solidifient et puis le futur dans lequel on se projette, alors quand bien même il y a quelque chose de terrible devant soi, on se dit: «Ça aussi, ça va se terminer un jour» et donc on dépasse l'obstacle et on se dit: «Comment je peux me projeter dans la vraie vie qui va revenir Ouais, derrière?» Et j'en profite pour ajouter quelque chose que je réalise avoir oublié de dire. Là, j'avais donné des tas de petites choses pour les trucs immédiats, de sensations, de corps, hem, mais en fait, on peut travailler aussi les émotions et tout ce qui nous traverse. Pour les gens qui sont un peu plus en mode, réflexion cognitive, intello,
parce que je sais qu'il y en a pas mal aussi dans le mode je prends soin de moi avec la tête et pas qu'avec le corps. Donc, il en faut pour tous les goûts. Il y a toutes les portes d'entrée possibles. Alors, à ce moment-là, il y a plein d'autres façons aussi de métaboliser ce qui nous arrive pour le transcender et passer à travers. Il y a toutes les techniques d'écriture qui permettent de prendre cette distance et de se décoller des choses, et la narration et la renarration des choses. Ça remet en perspective, ça pose sur le papier ce qui était dans votre tête ou dans votre cœur et jeté sur un papier ou sur un ordinateur. Mais c'est encore mieux quand on le fait avec la main, le bic et le papier. C'est vraiment, il y a quelque chose voilà, qui sort. Mais ça permet cette mise en perspective du récit de soi qui est super apaisant. Il y a tout ce qui est de l'ordre de l'intellectualisation. Je veux effectivement comprendre, décortiquer, faire des schémas, essayer de mettre les choses en place, etc. Et en fait, je remets de l'ordre dans ce monde, même si pour le moment, je trouve qu'il est en désordre, mais au moins dans mon monde intérieur, j'en remets. Il y a tout ce qui fonctionne sur base de l'humour, parce que oui, même en pleine catastrophe, oui, même en pleine guerre, on peut avoir de l'humour et en jouer, c'est-à-dire utiliser cette technique de décalage par rapport au réel. C'est pas pour rien qu'il y a des clowns, les clowns tristes, il y a de l'humour noir, il y a du cynisme, enfin toutes ces choses que les grands artistes ont inventées pour faire des jeux de mots, pour aller chercher le comique d'une situation, pour aller regarder le côté absurde, y compris de quelque chose de violent, parce qu'il y a quelque chose d'absurde dans la violence, puisque ce n'est pas logique d'attenter à l'intégrité de quelqu'un d'autre. Donc voilà, on peut aller toujours chercher des éléments comme ça pour les retourner comme une crêpe, aller chercher le décalage et en rire, c'est un bien grand mot, mais arriver à se détacher par rapport à une forme de réflexion qui va chercher le côté ludique dans ce qui se passe pour activer nos réactions positives à un événement qui est, lui, négatif. Même dans les plus grandes catastrophes, il arrive qu'on ait, entre guillemets, un fou rire sur le moment, de voir le côté... oui, absurdité, je pense que c'est le meilleur mot qui vient à ce moment-là. Parce que même quand les choses sont terribles, on se dit non, mais avec quoi il vient celui-là? Donc, c'est pas pour rien que les gens font de la satire politique et qu'on dessine des Poutine ou des Zelensky, peu importe dans le sens où on va, mais voilà, il y a des gens qui font des journaux avec des caricatures et des tas de choses pareilles. Parmi Ça fait les partie du Ukrainiens jeu. actuellement, il y a un humour qui est juste à mourir de rire. J'aimerais bien traduire certains trucs. Bon, pour certains, c'est intraduisible, mais c'est exactement ce que tu dis. Il y a un humour qui est juste extraordinaire, en fait. Ça Et permet de prendre du recul, hein. ouais, C'est de la métacognition, on en avait parlé dans ouais, un épisode précédent ouais, de la saga, c'est mais ça. c'est vraiment ça, c'est une façon de se décaler un peu des choses et de soi-même. En fait, ça fait un bien fou de pouvoir regarder ce qui se passe et se regarder soi en train de vivre ce qui se passe en essayant de s'asseoir un tout petit peu à côté de sa propre chaise, mais là, du coup, pour récupérer du pouvoir, alors que d'habitude, on sent qu'on est à côté de sa chaise parce qu'on est confus. Mais là, si c'est intentionnel, ça permet oui, de reprendre, encore une fois, une certaine forme de contrôle sur la situation, en tout cas, contrôle émotionnel et cognitif. Donc, toutes ces techniques-là sont importantes aussi. Alors, elles ne passent pas par le toucher, par l'odorat, etc. C'est quelque chose de plus cérébral, mais ça fonctionne très bien aussi. L'écriture, le fait de faire des jeux de mots et de tordre la réalité, de la prendre et puis de la tourner, de la désemboîter, de la couper en deux et de la rebricoler autrement. Et travailler ça dans le récit, c'est très, très important. Ça peut aussi être une technique pour ceux à qui ça parle davantage que les canaux sensoriels. Ouais, ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Isabelle. On va pas tarder à clôturer l'événement. Il est déjà 19 heures passées. Moi, ce que je retiens, bon, il y a beaucoup de choses et heureusement qu'on aura un replay, mais si personnellement je devais retirer
une pépite principale de tout ça, c'est que on a le droit de sentir tout ce qu'on ressent, que ça soit dans le négatif, quelle que soit l'intensité, ou même dans le positif, on a le droit de rire. Hem, on n'est pas obligé, de faire des blagues autour de soi, mais on peut se soigner soi dans son intimité par de l'humour, par du rire, et nous qui sommes loin finalement, hem, j'aime pas parler sous forme d'injonction, mais quelque part je me dis, Heu, je peux avoir une vie qui est plus ou moins normale maintenant, donc je me dois de le faire. Ne serait-ce que pour pouvoir offrir mon soutien, parce que j'aurais gardé un minimum de stabilité, bah, si jamais mes proches en ont besoin, un jour. Tu as raison, c'est pas une injonction, c'est un conseil. Permettons-nous de vivre tout ce qu'on Ouais, est en train de vivre dans toutes ces dimensions, parce que tout ça est parfaitement normal, tout ça est parfaitement humain, c'est la situation qui ne l'est pas. ouais, Et tout ce qui nous traverse fait de nous des êtres vivants. Alors, d'habitude, c'est agréable, ici, ce ne l'est pas, mais ça fait partie de ces choses qui nous font sentir vivants. Alors, restons-le et permettons-nous de l'être, en fait. Il y a vraiment quelque chose. S'il y a une seule injonction là-dedans, c'est une injonction à s'autoriser à. ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Merci beaucoup Isabelle, c'était super intéressant. Il y avait, j'avais beau discuter avec toi pendant, donc avant la première masterclass, pendant la masterclass, pour parler de cet événement et pendant une séance, individuelle, il y a quand même énormément de choses qui se comprennent. Je pense aussi, on les comprend quand on est mûr pour les comprendre, donc n'hésitez pas vraiment pour les participants à regarder ce replay, enfin, le replay de ce webinaire de nouveau. C'est comme relire certains livres. On comprend avec le temps certains trucs qu'on n'avait pas saisis la première fois. Et merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont été présentes. Merci infiniment Isabelle pour ce temps. Et Merci à euh, toi. J'ai conscience qu'on n'a pas fait le tour de tout parce que c'est un sujet tellement vaste, il y aurait tellement de choses à aborder, mais voilà, j'espère déjà avoir apporté quelques réponses aux interrogations fondamentales que ce genre d'événement suscite. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est un chemin, ça se construit jour après jour. Exactement, mais j'ai donc des personnes qui disent, merci dans le chat. Merci à vous. Alors a priori, tout le monde a mon contact et celui d'Isabelle, sur nos profils sur les réseaux, donc si vous avez des questions après, n'hésitez pas. Et le replay sera posté, dans la s j'ai peut-être dans le week-end si j'ai le temps, sinon au pire des cas, première partie de la semaine prochaine. Voilà, voilà, donc je vais arrêter l'enregistrement maintenant. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir Lilia, Au revoir Isabelle, bonne soirée. également.